Bienvenue à vous. Durant 45 petites minutes que vous connaissez bien, nous allons nous faire le plaisir de distiller un certain nombre d'informations. Vous allez voir des images que vous ne connaissez pas. Et ça va être très très bien. D'ailleurs, c'est parti, regardez. Et alors, qui y a-t-il dans ce studio aujourd'hui? Eh bien, nous avons Keltoum Messadok. Hein? Bonsoir Patrice. Bonsoir Keltoum. Pas de cinéma aujourd'hui? Non, pas de cinéma, non. Aujourd'hui, je vais parler. Je sens qu'il y a une ambiance vacances, voyage. Tout le monde veut partir. Tout le monde est sur le point de partir. Bon, je veux ne citer personne, mais je vais parler bagages pour tous ceux qui partent. Donc, il y a une nouvelle collection de sacs de voyage par un des leaders mondiaux du transport d'équipements sportifs et utilitaires. C'est la marque Tulle qui sort sa nouvelle collection. Je vais en parler. Tulle. Ah bon, quand même, je disais, c'est quand même curieux comme bon. L'esprit mal placé quand même. Jamais, pas à cet endroit-là quand même. Fabien, il rentre sérieux, Fabien, aujourd'hui. Hein. Ah, on revient légèrement à Titeuf, mais non, pas tout à fait. Hein. J'ai réussi à venir cette semaine quand même. C'est vrai, parce que la semaine dernière... La semaine dernière, la neige, mais on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Le Républicain, il sort demain. On rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint. D'ailleurs, on m'a demandé si vous étiez rédacteur en chef adjoint ou rédacteur en chef technique. Il faut peut-être dire la différence. Alors la différence, en fait, je suis rédacteur en chef adjoint chargé de la technique. Ah bah... voilà, merci Fabien. Merci Fabien. On va passer à côté de vous, tout à fait au bout, non pas à Amélie Patéron, mais à Martine Guégan. Bonsoir. Ça va Martine? Oui. Alors vous avez réussi à nous trouver un monsieur qui s'amuse dans une occupation qui est extrêmement sympathique et artistique. Alors oui, nous sommes partis à la rencontre de Bernard Marc, peintre en boîte aux lettres. Voilà, c'est marrant. Courant, c'est un peintre en boîte aux lettres. On verra ça tout à l'heure. Et donc, entre Fabien et Martine, il y a Amélie. Bonsoir Patrick. Bonsoir Amélie. Et pourquoi je finis avec vous? Parce que... C'est moi qui commence. C'est vous qui allez commencer avec les deux invités que vous avez conviés. Exactement. Josette et Sébastien, ça n'est pas un dessin animé du tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de catch, Patrice, avec l'association Catch 91. Donc, nos invités, Sébastien Le Receveur, vous êtes président de l'association. À côté de vous, Josette, pardon, j'ai oublié votre nom de famille, Scarabello. Vous êtes la trésorière de l'association, donc vous êtes deux passionnés de catch. Catch 91, finalement, c'est quoi votre association en fait? Alors en fait, à la base, c'est une association qui a été créée pour faire de la prévention auprès du public, puisque travaillant en milieu scolaire, on s'est aperçu que depuis peu, le catch prend une proportion assez importante. Assez importante dans les... Mais le catch ou la bagarre Disons que les enfants dans les écoles jouent entre guillemets au catch. Il faut savoir que le catch n'est pas un jeu, mais bien un sport spectacle, et que si on le fait pas avec un entraînement sérieux, on s'expose à différents accidents. Voilà. Et donc le but de cette association, c'est effectivement déjà dans un premier temps faire de la prévention dans le milieu scolaire, et également emmener nos différents adhérents à assister à des galas de catch européens, puis proposer nous aussi quelques démonstrations lors de fêtes de ville. Je suis d'ailleurs catcheur au sein de l'association Catch 91 avec 3 autres membres. Alors, quand vous dites je suis catcheur, on a plutôt l'impression quand on va rencontrer un catcheur qu'on va voir. Oui, c'est vrai que vous êtes grand, certes, mais voilà. Bon, je ne veux pas dire que vous n'imposez pas, vous imposez certainement, et vous avez probablement une technique aguerrie, mais vous faites pas catcheur, comment ça se fait? On appelle celui qui est tout blond là, qui a les cheveux longs comme ça, c'est un catcheur. Oui, voilà, écoutez. Il est arrière-grand-père maintenant. Non, il est plus très jeune. Il est plus très jeune, mais c'est une référence quand même dans le catch. C'était, ou alors c'était. On va pas remonter à l'ange blanc. Quand même. Donc finalement, parmi vos adhérents, il n'y a pas que des catcheurs. Non. Il y a des catcheuses. Et des catcheuses. Il y a des catcheuses? Non. Il n'y a pas de catcheuses. Non. Donc le rôle principal, c'est la prévention, c'est ça? Parce que la télé donne aussi une mauvaise image peut-être de... disons que la télé, ce qu'on voit à la télé, c'est du catch américain, avec tout ce qui est englobé, strass, paillettes, scénarisé, tout est fait pour que ça attire en fait. C'est du spectacle. Voilà, du spectacle. Et c'est vrai que ce que les jeunes voient à la télé, ça reste du catch, mais
c'est pas donc c'est très Hollywood, enfin c'est très américanisé. Voilà, et truqué ou pas? Non, le catch n'est pas truqué. Non, je parle de celui dont on parle, le catch américain. Voilà. Non, c'est pas truqué puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a un entraînement. Il faut savoir que lorsqu'on est catcheur, on apprend déjà à chuter, c'est la base. Ensuite, voilà, il y a une façon de faire plusieurs prises à nos adversaires. J'ai compris, mais quand on voit un espèce de mastodonte de 140 kilos sauter à pieds joints 3 mètres avant sur un pauvre gars qui est affalé par terre et sur les reins. Bon, d'accord, on voit très bien qu'il y a un pied qui tape sur les reins et l'autre beaucoup plus fort sur le sol en même temps. Voilà. D'accord. Bon, il y a une technique peut-être pour minimiser l'impact du coup, non? C'est ça. C'est pour ça que je vous demande si c'est un peu truqué ou pas. Il y a beaucoup de cinéma et c'est magnifique. Oui, c'est clair. C'est pour ça que c'est plus un sport spectacle. Voilà. On va dire que c'est scénarisé. C'est scénarisé, donc aux États-Unis, mais pas chez vous. Si, quand même. Il faut savoir que par le fait de nos entraînements, les combats sont prévus à l'avance. Voilà, c'est-à-dire que on répète plusieurs fois tous les combats lors des entraînements pour arriver au moment des différentes représentations qu'on fait, pour que ce soit le plus cohérent possible auprès du public. D'accord, bon, ça c'est une chorégraphie, très bien, voilà, mais vous n'apprenez pas aux gens de la chorégraphie, vous leur apprenez quand même à se battre, à se défendre. Non, parce que nous ne sommes pas une école de catch. Non, mais ça c'est compris, vous leur apprenez des techniques pour pouvoir bien se débrouiller, voilà. Nous, dans l'association, non, puisque on n'est pas des professionnels, donc on se permet pas d'apprendre le catch aux gens. Maintenant, il y a de très bonnes écoles professionnelles, comme la Fédération française. Juste de vous couper, mais quand je dis apprendre, si vous voyez un môme, on va employer le terme, un môme faire une prise qui peut être dangereuse, vous êtes là en train de lui dire non, faut pas faire ça comme ça. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, vous apprenez quand même à rectifier certaines erreurs. Oui, bien sûr. D'où le rôle préventif de l'association. D'accord. Mamélie. Oui, si on vous avait fait venir aujourd'hui aussi, c'est parce que vous organisez un salon ce week-end. Donc on va en parler, mais juste avant d'en parler, je propose de regarder quelques petites images que vous nous avez fournies de vos entraînements de catch, justement. Patrice, on regarde ça. Regarde ça. Ne faites pas ce que vous voyez à la télé. Bon, absolument. C'est vous qu'on voit sur les images? Oui. Blanc et avec le t-shirt blanc. Bon, finalement, vous êtes un peu imposant quand même. Et donc, on peut parler un petit peu du salon. Donc, c'est samedi, ça se passe où? Voilà, qui sont les invités? Racontez-nous. À Courcouronnes, voilà, à côté d'Evry, Rissorangis. Voilà, donc ça se passe au complexe sportif du Grand Chêne, de 14h à 21h, voilà. Et qui sont les invités alors? Alors, donc on a la chance d'avoir 2 catcheurs italiens qui se sont manifestés pour venir encadrer nos différents stages, puisque nous allons proposer 2 stages de catch qui seront encadrés justement par ces catcheurs professionnels, ouverts un premier aux 8-12 ans et l'autre aux 12-18 ans. Donc voilà, donc les 2 catcheurs professionnels sont Fenritz Hellstorm et Paolo Giorgi. Voilà. En parallèle de ça, on aura une exposition sur l'histoire du catch. Voilà, sur les règles, etc. On aura également un stand de jeux vidéo avec le nouveau jeu vidéo de catch qui est sorti dernièrement. On aura après plus différents stands, des stands photos, des stands de produits créés par notre association, calendrier, t-shirt, etc. Et puis voilà. Et puis à partir donc de 18h30, on organise, nous, membres de l'association et les 2 catcheurs professionnels, plusieurs combats ouverts au public.
Vous attendez quel type de public? C'est seulement des passionnés qui vont se déplacer ou c'est aussi peut-être des gens par curiosité? On attend toutes sortes de publics. C'est vrai que on pense vraiment que il y aura un public assez jeune, puisque on le voit. Je veux dire, le catch s'appelait plutôt au jeune public, mais on attend également des personnes un peu plus âgées. Voilà. Et Josette, je me tourne vers vous. Il y a beaucoup de femmes qui apprécient le catch. Plus qu'on le croit. Ouais. Vous, c'est une passion que vous avez depuis longtemps? Depuis l'âge de 6 ans. D'accord. Comment ça vous est venu? En voyant à la télévision, notamment l'Ange Blanc, Zarak, des gens comme ça, et les commentaires de Roger Coudert qui étaient assez bien faits. C'était le seul. C'était dans sa partie, c'était le seul très, commentateur bon rugby. aussi. Bien sûr, il était très bon, surtout qu'il avait un accent. Aussi, oui, qui plaît un petit peu. Mais bon, ça ne revenait pas, tous les deux. Non, non plus. Mais pourquoi vous n'êtes pas mis, ou alors parce que vous aimez le catch, mais vous n'avez jamais essayé? Parce que je suis un petit peu trop vieille. J'ai plus la condition physique. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'association, c'est 2008 à peu près, non? Oui, voilà, 2008. C'est ça. 16 octobre 2008. D'ailleurs, le salon du catch, à la base, c'était pour les 2 ans de l'association. Voilà, pour marquer, voilà. Et je tenais aussi à signaler que c'est une première en France. Oui. J'avais vu une première en Essonne, mais c'est une première en France. Après s'être renseigné, à notre connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de salons. Dédié à ce sport. Mais bon, on reviendra vers vous tout à l'heure. Mais Josette, d'ailleurs, petite question là pour l'instant. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez un catcheur? C'est quand même pas le biscotto. Oh, si, entre autres. Entre autres, alors je n'ai aucune chance. Oh. Non, moi j'aime bien le côté sport-spectacle. C'est vrai que c'est assez scénarisé, il y a des musiques, il y a une bonne ambiance, quoi. Et pour avoir participé à différents galas, que ce soit européens ou américains, j'aime bien cette ambiance bon enfant. J'expliquerai même qu'il y a moins de problèmes au niveau d'un gala de catch, je dirais presque que d'un match de foot. Ah bon, certainement. C'est bon enfant. Ça, franchement, vous avez fait une comparaison qui n'est pas du tout hasardeuse. C'est vrai. Maintenant, il y a quand même une grande différence entre les catcheurs en France et puis on revient à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a quand même des tronches. Il y en a qui font pas possible. On a peur même à 200 mètres. Mais il y a des catcheurs européens qui, dans leur façon, dans leur personnage, qu'on n'irait pas leur dire bonjour quand on les verrait. Ça, c'est sûr. Bon. On vous demande d'autres précisions tout à l'heure. On va passer aux grandes lignes du JT. Alors donnons un coup de main au Père Noël pour qu'il n'oublie personne. C'est la campagne du Secours populaire. À titre d'exemple, plus de 800 personnes fréquentent le local du Secours populaire de Morsan-sur-Orge. Tous les jours, un certain nombre de personnes. Et il faut savoir que dans le département, il y a une trentaine de locaux dans ce genre. Un sénateur de l'Essonne, un député de l'Essonne, un conseiller régional essonnien, ensemble pour demander des comptes, de véritables comptes au président de la SNCF à propos de la ligne D du RER. Leur lettre sera d'ailleurs distribuée demain matin aux usagers. Des hold-up de plus en plus violents, notamment en banlieue, en petite ou en grande banlieue. Après la bijouterie de Palaiseau, ce sont 2 commerces de Vissou et de Longjumeau qui ont été victimes de vols à main armée. Le commissaire de Draveil a demandé sa mutation. Côté politique, les opposants du député maire, secrétaire d'État Georges Tron, lui reprochent de l'avoir fait muter. La maire de Savigny-sur-Orge, accusée d'usurpation d'identité et d'exercice illégal de la profession d'avocat, comparaîtra finalement début mai devant le tribunal correctionnel d'Évry. Et puis le plan hivernal avec un passage au niveau 2 en Essonne. On s'attend à des chutes du thermomètre jusqu'à moins 10 degrés. La préfecture a donc mis en place des moyens supplémentaires d'hébergement et de mise à l'abri. Alors avant de passer à Fabien Héran avec les unes du Républicain, je vais vous demander des petits commentaires. Vous avez retenu quelque chose, même vous également Le froid, c'est vraiment, on est de tout cœur avec toutes ces personnes qui dorment dehors parce que malheureusement on ne peut pas faire grand chose, on peut juste penser à eux. Alors la préfecture rappelle que, conformément à ce qu'a dit le président de la République et le Premier ministre, il ne devrait pas y avoir quelqu'un dehors en Essonne. Il y a des hébergements qui sont prévus. Il y a ce plan numéro 2. Si je me souviens bien, les horaires ont été bouleversés. Ceux qui étaient ouverts de jour le seront également de nuit. Il y a des nuitées supplémentaires d'hôtels. Il ne faut pas que quelqu'un puisse rester dans la rue. En dehors
En dehors de ça, la ligne D du RER, j'ai failli éclater de rire lorsque j'ai vu le communiqué, non pas à cause du communiqué, mais parce que ça m'a rappelé le sujet que nous avions fait. On l'avait évoqué. Vous vous rendez compte que pendant 15 jours, les usagers de cette ligne D du RER, qui déjà ont pas mal à souffrir des conditions de trafic de cette ligne, ont dû avoir, je crois, 40% de trafic en moins parce que l'excuse, ça a été les feuilles qui étaient tombées sur les rails, comme chaque année. Comme chaque année, les feuilles tombent sur les rails. Donc alors là, je crois qu'il y a un certain nombre d'élus qui pètent les plombs. Donc Laurent Béteille, qui est quand même un monsieur extrêmement sérieux et influent, le député maire de Hyères, et puis le conseiller régional François Durovray. Sinon, il y a 40% aussi sur leur abonnement Pass Navigo. Alors justement, c'est très très bien que vous souligniez ça. C'est très très bien parce qu'ils demandent le remboursement. Ouais, et la lettre et leur communiqué sera distribué donc demain matin aux usagers. Bon, sinon rien d'autre de spécial. Très bien. Ah bon, on va passer à Fabien Errand, donc avec les unes du Républicain qui sort demain. Au fait, il sort ou pas? Il sort normalement, oui. Vu qu'il n'y a pas eu de neige cet après-midi, on devrait être en kiosque demain matin, ce qui n'a pas été le cas la semaine dernière, puisque nos propres camions ont été bloqués à quelques centaines de mètres du dépôt. Avec beaucoup de retard. D'accord, voilà. Ma question c'était aussi en fonction d'un mouvement social qui affecte pas mal de journaux. Oui, non, nous on n'est pas concernés. Voilà, la presse nationale, oui, effectivement est concernée, pas nous en tant que presse locale. Alors, quelque chose me dit, mais je ne sais pas, par hasard, quelque chose me dit que vous n'avez pas évité de parler de Corbeil. Oui, Corbeil-Essonnes, donc fin de notre affaire Bettencourt essonnienne à nous. On a beaucoup parlé de l'affaire Bettencourt, le volet politique, etc. Nous aussi, dans l'Essonne, on avait ce dossier-là. Cette fois, on rappelle les faits, troisième élection en 3 ans, 2008, 2009, 2010. Donc des scrutins très serrés en 2008 et en 2009. Là, donc une nouvelle victoire du maire sortant Jean-Pierre Bechter, qui a pris la succession de Serge Dassault en 2009. Donc cette fois un score plutôt large, avec 728 voix de plus. C'était 37 voix d'écart, 27 voix d'écart la dernière fois. Donc voilà, tout a été fait, on imagine aussi, pour pas qu'il y ait des irrégularités, c'est pas facile à dire comme les fois précédentes. C'est pas la Côte d'Ivoire quand même. Non, il n'y a pas eu de maire, de président. Non, là, il n'y a qu'un seul maire. Enfin, quoique. Il y a des gens qui disent que. Oui, mais d'ailleurs, il y a un maire de cœur et un maire de terrain. Voilà, mais il le dit lui-même, Jean-Pierre Bechter, le maire élu. Il dit le maire sur le terrain, ce sera moi. Et donc, le maire de cœur, dans le cœur de tous les Corbeil-Essonnois, reste Serge Dassault. Donc voilà, effectivement, ils ont 2 maires aussi. Voilà, donc pas de recours a priori. Et donc les opposants, Bruno Piriou, Carlos da Silva, Jacques Picard, pour nommer les têtes de liste des différents mouvements qui ont composé cette union de la gauche, ont passé une mauvaise soirée. Bon, une page se tourne pour eux. A priori, voilà, ils vont pas repartir dans la bataille avant les prochaines élections municipales pour tout le monde, ce coup-ci donc 2014. Bien. Et puis on évoquait... on évoquait les intempéries tout à l'heure. À l'heure où il y a eu une journée noire, même si les routes étaient très blanches, c'était une journée noire pour les automobilistes. Donc mercredi dernier. Et c'est souligné en rouge là. Voilà, donc on s'est interrogé savoir qu'est-ce qui s'est passé déjà, et puis dans la mesure où de telles conditions climatiques, on a l'impression que ça va recommencer cette semaine. Voilà, on a voulu savoir si ça avait des chances ou la malchance de recommencer. Alors justement, à Télé-Essonne, nous n'avons pas tous les correspondants que vous pouvez avoir un petit peu partout dans le département. Je crois que vous avez fait le décompte. Les communes sont préparées ou pas? Alors, il y a les moyens sont là en termes de sel, en termes d'engins, etc. Que ce soit les services, donc les services départementaux de l'État, donc gérés par la préfecture, les services du Conseil général ou les communes s'agissant des routes communales, tout le monde est prêt, tout le monde a apparemment des stocks de sel suffisants. Ce qui s'est passé rapidement la dernière fois, c'est que, pris de panique, beaucoup de gens, dès les premières chutes de neige, donc 13h30, 14h, etc., ont pris la route de manière précipitée. Tout ce qui correspond aux sorties de bureaux, ça s'est fait un peu plus tôt et sur des routes extrêmement glissantes. Donc du coup, même si les engins de déneigement, les saleuses, racleuses, etc. étaient prêtes, elles n'ont pas pu intervenir puisque voilà, le réseau était déjà totalement engorgé.
Donc là, on nous a redit la même chose, à savoir qu'il y a les moyens d'intervenir. Bon voilà, il y a un appel au civisme en fait, on demande aux automobilistes peut-être de retarder leur départ, ou alors c'est compliqué, c'est difficile. En plus, c'est presque d'une hypocrisie absolument monstre. Il y a des gens qui préparent leurs vacances 5 jours, 6 jours, 3 jours, ou aller chez les parents en province, tout ça, et on va leur dire non, vous attendez, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Le vendredi, on leur dit vous attendez lundi pour y aller. Oui, voilà, bien sûr, on va attendre lundi, on va laisser passer les voisins. Quand même. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, en tout cas pour les gens qui travaillent, qui ont des horaires habituels, voilà, s'il y a des grosses chutes de neige, peut-être essayer c'est très difficile à faire. D'acheter des raquettes. Mais voilà, d'acheter des raquettes, de prévoir à manger. Dans sa voiture. Mais je crois que là, les gens vont mieux se préparer. Voilà, parce que préparer un minimum vital, couverture, boisson. Parce que beaucoup de gens sont restés, on a des témoignages, on a rencontré des gens, ils sont restés quand même 14 heures dans la voiture. Donc même s'ils abandonnent la voiture, ils reviennent. Mais là aussi, vous n'avez pas écouté les conseils de certaines personnes. Mais c'est également à mourir de rire. Ceux du mercredi. Non. Les conseils, si jamais ça se reproduit, alors vous partez avec un bidon d'au moins 10 litres d'essence, des grosses chaussettes, une couverture chauffante pour évidemment chaque occupant de la voiture, 2 thermos, comme si ça allait rester 3 jours. Je sais pas. Évitez les routes en pente. Évitez. Tout le monde se déplace avec son camping-car et ça va être beaucoup plus facile. Bon, merci Fabien. On va passer à l'actualité perçue par les plus jeunes, et c'est la jeune Julie qui est intéressée par un très beau violon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fille qui s'est fait voler son Stradivarius. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Elle était en train de manger un sandwich dans une gare de Londres. Et à côté d'elle, il y avait son Stradivarius. Et quand elle a baissé la tête, elle n'y était plus. Elle a réagi comment ? Elle a dû être choquée parce que c'est un objet de valeur. Et ça coûte des millions d'euros. Qu'est-ce que tu sais sur le Stradivarius ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais que c'est un objet de valeur, que ça coûte cher et qu'on trouve pas ça partout. Suite à cette mésaventure, qu'est-ce qu'elle a fait ? Il y a une enquête, les policiers ils recherchent le Stradivarius et ils pensent que le voleur il va le mettre aux enchères pour avoir de l'argent. Donc ils ont peut-être un espoir de le retrouver ? Oui, ils ont dit qu'ils vont chercher principalement dans le magasin d'antiquité le plus proche. Justement, à ton avis, qui a pu voler une pièce pareille pour se rendre compte que justement c'était pas un violon comme les autres ? Un professionnel, parce qu'il a dû s'informer sur le violon. Pourquoi tu as décidé d'en parler ? Déjà j'ai vu qu'elle était en train de manger un sandwich au restaurant, et après j'ai vu à côté qu'il y avait écrit qu'elle s'était fait voler son Stradivarius. C'est un peu, il y a un côté comique. Voilà, c'est ça. On en parlait justement pendant que la jeune fille évoquait cette mésaventure. Il y a malheureusement un côté comique. Ça vous viendra à l'idée, vous, d'avoir un objet d'une telle valeur et d'aller au buffet de la gare de Morsan-sur-Orge, il y a une gare. Oui, il y a une gare de Morsan-sur-Orge. Je suis jamais allé à la gare de Morsan-sur-Orge, mais je suis désolé. Vous n'êtes jamais allé à la gare tout court. Mais si, je suis allé à la gare. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Alors, oui, c'est une mauvaise langue. Je me vengerai tout à l'heure. Martine, alors vous avez trouvé donc un artiste vraiment original. Alors en fait, c'est juste ce que je voulais vous proposer, c'est une tranche de vie ordinaire. Voilà, dans un quartier de Saclay, rue de Sacali, le lac, les petits pavillons, résidence pavillonnaire, et un monsieur qui à la retraite depuis 10 ans, ça fait 5 ans, qui s'amuse à peindre les boîtes aux lettres de ses voisins avec leur accord, bien sûr. On le voyait en pyjama en pleine nuit. Non, bien sûr, il a commencé par sa boîte aux lettres, bien sûr. Oui. Et ça a plu et ses voisins l'ont sollicité pour peindre leur boîte aux lettres
qui sont, bon, c'est pas le talent extraordinaire de Monsieur Marc, hein, c'est pas ça, c'est le petit côté voisinage. Sur sa boîte aux lettres, on peut effectivement afficher son nom. L'endroit d'où on vient, tout simplement. Et je trouve que c'est intéressant. On parle souvent des relations de voisinage. En fait, ça m'a fait penser à un petit quartier, bon, bien décoré. Ils font même des concours d'illumination de Noël dans ce quartier. J'ai trouvé ça très sympa et un peu nostalgique, enfin bon, de bonnes relations de voisinage qu'on n'a pas toujours. Voilà, qu'on n'a pas toujours. Ça va la faire passer là. Peut-être, je sais pas. Donc on va regarder ce reportage sur Marc Bernard. Quoi de plus triste qu'une boîte aux lettres? Dans le bourg de Saclay, autour du lac de Sakali, les résidents ont trouvé la parade. Depuis 5 ans, Bernard Marc donne de la couleur à ces simples caisses de métal pour le bonheur des propriétaires et celui, bien sûr, des facteurs. Des petites œuvres d'art qui permettent d'afficher un peu de la vie de chaque propriétaire. Ici, une ruelle de Sintra, quelques mètres plus loin, un paysage de notre Provence. Quand j'ai quitté la mairie, après avoir passé 24 ans de maire adjoint à la mairie de Saclay, j'ai commencé tranquillement à peindre les boîtes aux lettres, à raison de 4 ou 5 boîtes par an. Elles sont maintenant plus d'une trentaine de boîtes aux lettres décorées par ses soins, exposées aux yeux de tous dans les rues de Saclay jusque dans le Var. Et même une fois, j'ai vu une délégation de jeunes femmes, dont une je connaissais, évidemment, c'était ma postière. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? À Orsay, j'aurais dit, vous savez, vous devriez venir à Saclay. Je vous assure, quand on fait la tournée, c'est agréable. Les boîtes aux lettres, a dit, j'ai organisé une tournée. Alors, j'ai visité les boîtes aux lettres de Saclay. Un succès que Bernard Marc aimerait aujourd'hui partager. Quelques voisins ont déjà été piqués par le virus et ont peint eux-mêmes leurs petites boîtes à courrier. Mais c'est effectivement très joli, mais il n'y a pas les noms des habitants. Non, c'est généralement tout petit, les noms. C'est pas le tout d'afficher son nom, mais peut-être d'afficher son identité, un peu d'où on provient. Qu'est-ce qu'on aime? Il y en a qui ont choisi des reproductions de peintures de peintres célèbres, d'autres qui choisissent un endroit d'où ils viennent, comme je parle de Sintra, au Portugal, voilà, oui. Au Portugal. Bon, apparemment ces personnes-là sont originaires de Sintra, donc ils ont fait peindre une ruelle de Sintra sur leur boîte aux lettres, ou alors tous les ans ce monsieur part dans le Midi, on a fait il a fait peindre sur sa boîte aux lettres un endroit qu'il affectionne. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ces relations de voisinage, ces bonnes relations de voisinage qui, ça fait plaisir, quoi. Bien sûr. Ces petites, on les retrouve pas partout. Mais enfin, l'artiste en question, parce que c'est un artiste, cet adjoint au maire. Oui, bien sûr. Il gagne pas quelques sous quand même Non, pas du tout. C'est bénévolement. Et son objectif, comme je l'ai dit à la fin du reportage, c'est de pouvoir transmettre cette passion, c'est-à-dire, et pourquoi pas si chacun d'entre nous peignait sa boîte aux lettres. Voilà, et affichait comme ça, parce qu'une boîte aux lettres, effectivement, c'est un peu moche, c'est gris, beige, voilà, c'est pas super. Lui parler de la nôtre, non? Oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas, c'est une super bonne idée, ça. C'est une bonne idée, elle va être cochée. Non, pas obligatoirement. Oh, monsieur, elle est trop visible. Elle est trop visible, là. Elle est trop visible. C'est très joli. C'est très joli, ce genre de petit tableau. Mais la mienne, en même temps. J'ai failli vous demander, mais personne n'essaye de les prendre, parce que dans quelques années, effectivement, ce sera peut-être de la valeur. Bon, on verra bien. En tous les cas, c'est un joli petit reportage. On va pas vous demander si, évidemment, ça s'assure, ces boîtes aux lettres, parce que ce serait idiot. Mais les assurances, elles vont probablement augmenter rapidement et assez grandement, hausse comprise entre 2,5 et 8%, d'après ce qu'on entend un petit peu partout. Ça concerne l'automobile, le logement, la santé, vague de hausse, évidemment, assez mal prise du côté des associations de consommateurs, et une équipe de Téléson s'est rendue ce matin à Palaiseau pour recueillir quelques avis. J'étais pas du tout au courant, mais bon. Je trouve ça un peu idiot et ça
ça nous arrange pas. Il fallait s'y attendre, je pense. Hein. C'est vrai que c'est pas une très bonne nouvelle, mais bon, déjà que il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'ont pas de mutuelle, et voilà, donc ça va être encore plus difficile pour eux d'accéder justement aux soins. J'en pense pas du bien parce que mon assurance augmente effectivement. Mais s'il y a eu effectivement beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues dans l'année dernière, il faut bien les couvrir. C'est excessif par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Voilà, les salaires suivent pas derrière, donc c'est vrai que ça peut être disproportionné de ce point de vue-là. Une augmentation, c'est normal, mais peut-être pas autant. Ça augmente régulièrement comme tout. J'en sais rien. Enfin, ça m'étonne pas que ça augmente parce que tout augmente. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est ce qu'ils veulent, faire marcher le commerce. Hein, le système capitaliste, il est en pleine forme. Je trouve ça regrettable. Parce que le Père Noël, il est pas riche, donc il va avoir du mal à assurer son traîneau. Je pense que c'est obligatoire en raison des sinistres incessants qui arrivent, de tempêtes et d'inondations. Il faudrait peut-être vérifier le bien fondé de cette augmentation. Le Père Noël, il peut changer son assurance de son traîneau. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Sympa. Martine, les assurances. En fait, c'est normal que chaque personne, bon, c'est un coup dur, quoi. Les assurances, on en paye beaucoup, que ça soit pour l'habitation. On parle aussi des mutuelles pour les voitures, etc. Alors la question effectivement qu'on peut se poser, est-ce que c'est bien justifié? Bon, on a souvenir la tempête Xynthia, les inondations du Var, etc. Justement, c'est peut-être ça qui... C'est justement ça. Voilà. Alors, donc on nous dit que toutes les assurances, effectivement, à partir de janvier 2011, vont augmenter leurs tarifs. Et juste quelques petits chiffres. Donc j'aime bien, moi, toujours les Alors, AXA, le groupe AXA, plus, donc augmentation pour les contrats d'assurance automobile de plus 4,5%. Et les bénéfices oui, pour janvier 2011. C'est juste pour nous souhaiter la bonne année. Et pour les contrats automobiles, il y a d'autres qui font effectivement d'autres contrats. Et par contre, les bénéfices d'AXA ont été multipliés par 4 en 2009. Voilà. C'est tout. Ça y est, là, le pavé dans la mare, là, et puis débrouillez-vous. Voilà, exactement. Bon, effectivement, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais bon, ils ne sont pas tous comme ça, et puis toutes les assurances ne sont pas sur le même modèle, effectivement. Je crois savoir, enfin, je ne suis pas chez AXA, mais il faut savoir que c'est une très bonne assurance. Mais je ne suis pas chez AXA, donc... Vous avez raison de les défendre. Non, c'est pas ça, mais dans d'autres reportages, on a vu qu'ils réagissaient extrêmement bien à un certain nombre de choses. Cela dit, vous savez qu'une assurance est assurée chez une autre assurance et puis réciproque. Donc lorsqu'on entend que tel sinistré ou centaines de sinistrés vont être bien indemnisés, de toute façon, on peut s'attendre à un réajustement, si je puis dire, c'est un joli mot, quelques mois plus tard. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Mais ça tombe mal, notamment pour certaines personnes. Je vous l'accorde, Martine. On va revenir à nos invités, Josette Scarabello et Sébastien Lecreceveur. Vous n'avez pas dit un mot sur cette association assez originale, mais qui a un nom qui veut bien dire ce que ça veut dire, les histoires de pitchoun. Donc en fait, pour le salon donc, du catch, je rappelle qu'il est le 18 janvier, décembre, pardon, 18 décembre, voilà. Donc oui, donc on a l'opportunité et la chance, je dirais, d'accueillir l'association du lever du soleil des pitchouns, qui est une association qui œuvre pour les enfants atteints de maladies orphelines, voilà, qui a donc pour but de faire plusieurs manifestations pour récolter des dons. Voilà, et on a justement l'opportunité, donc Madame Bourdeau, Sylvie, qui nous a contactés pour voir possibilité d'avoir un stand lors de notre salon pour se faire connaître, voilà, au niveau de la région. C'est très sympa de votre part, c'est extrêmement bien comme attitude. Bon, vous allez quand même en profiter pour dire d'une manière ou d'une autre à tout le monde d'aller chez vous. Bien sûr. Je sais pas, écoutez, là vous avez quelques secondes, allez-y. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 18 décembre, voilà, à Courcouronnes, au gymnase du Grand Chêne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 24 rue du Marquis de Ray. Voilà, donc venez nombreux, pour ceux qui aiment le catch et les autres, bien entendu.
puisque le but de notre association, c'est bien évidemment de la prévention, comme on le disait tout à l'heure, mais également voilà, de faire redevenir au catch, que ce soit un divertissement pour toute la famille, et non pas un jeu dangereux comme il est aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans les cours de récréation. Voilà. On va dire qu'on voudrait lui rendre ses lettres de noblesse, comme on dit si joliment. Vous pensez qu'elle les a perdues, les lettres de noblesse? Oui, c'est assez vulgarisé quelque part. Je pense que c'est assez vulgarisé au niveau national, au niveau France. Le catch a eu ses lettres de noblesse dans les années 50-60, avec notamment l'ange blanc, comme vous disiez tout à l'heure. Bon, il n'y avait pas lui, mais oui, bien sûr. Il n'y avait pas un ange bleu aussi? Non, ça c'est chez les Schtroumpfs peut-être. Qui était rouge. Voilà, et puis il y avait un horrible... Mais il y avait qu'une chaîne de télévision aussi à l'époque. Oui, voilà, oui. Mais bon, c'est vrai que ça s'est beaucoup perdu depuis. Et bon, là, c'est revenu sur le devant de la scène par le côté américain. Donc nous, on voudrait vraiment que le catch redevienne un divertissement. Je vous lâche après, vous restez jusqu'à la fin de l'émission, mais j'ai quand même une question, parce que à plusieurs reprises vous avez cité les récréations, on a l'impression que c'est un monde cruel. Vous avez des exemples de catastrophes qui se soient produites en bagarre? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, je travaille en milieu scolaire. Et donc c'est vrai que nous, je vois souvent des enfants qui s'amusent entre guillemets bien sûr, à réaliser des prises dans les cours de récréation. Et ils font vraiment les prises quoi. C'est une prise de tête, Mais c'est aussi bien une prise de faux judo que de faux catch que de. Oui, mais les enfants, voilà, ils n'ont pas forcément la notion du risque qu'ils prennent. Mais alors qu'est-ce que vous faites là? Alors je reviens à ma question de tout à l'heure. Vous leur apprenez la vraie prise? Il y a un risque, ou vous leur dites, il y a également un risque qu'on vous prenne pour un pion. Il ne faut pas faire ça, mon petit garçon. Donc, disons que moi, ce que je fais, donc effectivement, je leur dis, voilà, faut pas faire ça parce que tu peux faire ça, mais également, ce qu'on fait au niveau de l'association, c'est qu'on intervient dans les écoles, avec un diaporama sur la prévention, tout ça, etc. Et voilà, on vient également avec des exemples d'enfants qui sont soit paralysés, voilà, très bien. C'est justement ça. Voilà. Il y a un côté éducation véritable. C'est-à-dire qu'on met quand même, vous n'hésitez pas à mettre les enfants face à certaines responsabilités. Tout à fait. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Bon, vous rappelez donc le salon, c'est quand? Le 18 décembre. Le 18 décembre. Et il y aura certainement beaucoup de monde. On l'espère. Ils y vont. Philippe Bello, lui, il est toujours à Mency pour ses fameuses énigmes. Vous traverserez l'allée de 134 séquoias centenaires pour me rejoindre. Oui, c'est le parc de Villeroy. Le parc de Villeroy. Est-ce que ça vous parle? Vous êtes Mensois? Non. Ouais. Pas d'origine. Et qu'est-ce qu'il y a au parc de Villeroy? C'est la plus grande allée des séquoias d'Europe. C'est grand les séquoias. Alors, en plus 134 séquoias centenaires. C'est pas vrai? Si. Ah faut le dire à la boulangère, elle m'a dit que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de séquoias. C'est la plus grande allée des séquoias d'Europe. Vous avez ça à Mency? Non, pas à Mency. Vous avez pas ça à Mency, des séquoias centenaires? Ah non, c'est pas une blague, non, regardez, c'est marqué dessus. Non, c'est pas une blague. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au bout de ces séquoias? Qu'est-ce qu'il y a dans le parc de Villeroy? Il y a un truc. La ligne de fer, il y a les trains. Non, pas à Mency. Pas à Mency, vous pensez? J'ai vu quelque part. Ouais, mais dans le parc, il y a un truc particulier dans ce parc. Il y a un monument. Il y a un ancien château, enfin, c'est un ancien château. C'est les ruines maintenant. C'est les fondations maintenant. Chamaronde peut-être? Ah mais Chamaronde c'est loin d'ici. Ils sont originaires de la Sierra Nevada en Californie. Ils peuvent mesurer 90 mètres de haut et vivre jusqu'à 4000 ans. Ce sont les séquoias géants. À Mency, le parc de Villeroy qui date du XVIe siècle abrite 134 de ces spécimens qui forment la plus remarquable allée de séquoias d'Europe. Âgés de 150 ans, ces genoux mesurent déjà près de 40 mètres de haut. On retrouvera évidemment Philippe Bello demain avec une nouvelle énigme. Alors quelle tourne? Il y avait une chanson que vous n'avez pas connue parce que si vous dites Mireille, une chaîne de télévision. Non, justement, à cette époque-là, il y avait une
femme qui était jeune à l'époque, hein, et qui s'appelait Mireille, qui a découvert je ne sais combien de chanteurs, ça vous dit rien du tout, et qui chantait entre autres une chanson qui s'appelle si vous partez en voyage. Et ça a été repris il y a quelques années par Dutronc et Françoise Hardy. Et justement, le voyage, vous connaissez? Oui, mais alors pas cette année, malheureusement. C'est une nouvelle gamme de bagages, et de bagages tout-terrain, à qui elle est destinée. Alors on peut peut-être voir quelques images d'exemples d'accessoires qui sortent à l'occasion de cette nouvelle collection. C'est destiné aux amateurs d'activités extérieures, tous ceux qui sont constamment en vadrouille, et qui sont un peu comme vous, Patrice, qui aiment beaucoup les voyages. Alors il y a des sacs à dos, il y a des sacs de voyage, des bagages à roulettes, voilà, conçus pour répondre aux besoins des amateurs d'aventure et de loisirs en extérieur comme vous, Patrice. Pas de problème. On peut aller partout. C'est fait pour ça. Vous pouvez aller partout en vacances. Je ne vais pas prendre d'exemple. Ceux qui partent ou qui vont bientôt partir dans quelques jours ou qui partent incessamment sous peu. Alors j'ai pour vous un sac de voyage, Patrice. Voilà, pour vos vacances. Vous êtes bientôt en vacances, vous allez bientôt partir. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des poches rigides. Il y a plein de les caractéristiques de ces sacs de voyage, c'est qu'il y a des poches rigides amovibles, moulées à chaud et ultra résistantes au choc, qui protègent. Si vous partez en vacances, vous avez besoin de lunettes, de soleil, de lunettes pour les skis, un Martine. Alors, il y a une petite pochette qui se trouve tout en haut, si vous pouvez l'ouvrir. Une valise dessus, au moins il n'y a pas de risque. Mais non, mais c'est vrai, c'est fait pour, c'est conçu pour. Vous mettez vos lunettes à l'intérieur. Et voilà, c'est fait pour voyager en toute sécurité, voilà, vos petits accessoires fragiles, que ce soit les casques, il y a des compartiments séparés pour les casques, les gants, les vêtements, les chaussures de ski, même les gants de boxe, et voilà, tout ça garantit aux objets, à vos objets, d'arriver à destination parfaitement protégée. Je ne veux pas vous casser votre cou, mais qu'est-ce qu'il y a d'original? Là, une valise qui a plein de poches. Ben c'est pour protéger, et c'est conçu exprès pour. Vous en avez vu, vous, des bagages et des valises exprès pour des lunettes, vous les mettez où d'habitude, vos lunettes? Parce que moi je les mets dans mon sac de voyage, comme ça je les jette un peu entre je sais pas, entre ma serviette de toilette et un jean ou n'importe quoi. Là il y a des on pourrait pas se marier. Non, mais de toute façon ça on le savait déjà. C'était mort dès le début. Donc voilà, c'est un design léger et durable, des poignées télescopiques, un peu comme sont toutes, et pour plus de stabilité et pour être plus maniable, avoir plus de facilité dans les déplacements. Il y a des grosses roues. Je sais que Giuseppe les a vues. Je les ai vues tout à l'heure. On a testé. Baggio, voici les grosses roues. Voilà. Et on peut se déplacer. Je sais pas si on voit les grosses roues. Avec. Voilà, les grosses roues. Vous avez l'air chouette, Patrice, avec. Bah, voilà, les grosses roues. C'est original, les grosses roues. Oui, non, mais c'est sympa, surtout. J'en ai vu combien, moi, se tomber avec leurs toutes petites roues et leurs valises comme vous aimez, là. Vous avez juste à. Oui, on fait même avec le petit doigt, paf, ça tombe tout seul. Oui, sauf que quand on tombe, là, c'est pas évident. J'en ai vu beaucoup tomber à l'aéroport. Enfin bref, donc voilà, il y a plusieurs dimensions, il y a des sacs de voyage, des sacs à dos. Elle est pas mal, et puis elle est gratuite surtout, non, c'est pas. Non, on doit la rendre dès demain, elle repart. Malheureusement, je voulais l'offrir à Amélie qui s'en va, mais pour le coup, c'est pas possible. Et donc voilà, donc il y a un site internet, le www.tulle.com. Les prix varient de 19 à 389 € pour les sacs. Quelque chose me dit que ça ne vaut pas 19 € ça. Non, celui-là, non, je pense que ça doit se situer entre 100 et 200 et quelques euros peut-être. C'est ça. D'accord. Donc voilà, on paye. Oh non, mais c'est sympathique. Hein. Non, elle est pas mal. Vous pouvez être un peu plus enthousiaste, un peu comme la publicité que vous avez fait pour AXA là. Allez, un peu plus de. Alors, mesdames et messieurs, je ne les connais pas. Monsieur Tulle, hein, pensez à mon petit Noël. Voilà. C'est ça que vous vouliez entendre? C'est pas mal. Eh ben, très bien. Vous recruter, on vous reverra peut-être sur une chaîne. Allez, très rapidement. Je voudrais juste passer un petit message là, ces personnes. Je souhaiter un joyeux anniversaire à ma sœur. Bisous, joyeux anniversaire. N'importe quoi. N'importe quoi. Très rapidement, on va peut-être pouvoir voir des images de quoi? Non, le plus grand festival du genre en Europe, c'était à Liège. C'est du cirque. Ça a été filmé lors du 18e festival international du cirque de Massy. Fabien Ramblier, co-scénariste d'une nuit. Co-réalisateur, si vous voulez. Du premier film français intégralement tourné en relief, a gagné l'award de la meilleure captation 3D relief à ce festival. Et là,
C'était les plus grands artistes du genre et du monde entier qui avaient collaboré avec les réalisateurs pour donner ça. Bravo, j'espère qu'on aura d'autres images. Magnifique, magnifique film et des numéros du feu de Dieu. Il y a des numéros qui se prêtent vraiment à la 3D, les numéros aériens notamment, c'est vraiment très très bien fait. Bon, d'ailleurs, tout va être en 3D, même moi, un jour. Bon, je ne sais pas s'il faut le souhaiter. En tout cas, on se retrouve évidemment pour une nouvelle émission, parce qu'on aura encore plein de choses à vous dire demain. Salut, portez-vous bien.